Alors la création d'entreprise, c'est avant tout une démarche qui a pour but de définir le cadre juridique et fiscal de votre future entreprise. Donc c'est important de ne pas confondre le début de votre activité, quand est-ce que les gens commencent à apporter de la valeur aux produits ou services que vous proposez, et l'obtention de votre numéro SIRET, d'accord? Le début de votre activité entrepreneuriale, c'est plutôt dès que vous commencez à avoir des premiers prototypes d'un produit ou d'un service. Dès que vous concrétisez votre idée et que des gens indiquent pouvoir apporter de la valeur à ce que vous proposez, vous avez déjà commencé votre activité. La structuration juridique, elle va arriver quand vous aurez besoin de facturer, d'accord? Et là, effectivement, vous aurez besoin d'une structure légale. La phase de création de votre entreprise, c'est plusieurs démarches qui vont définir les règles de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est bien sûr nécessaire de prendre le temps de comprendre chacune de ces spécificités et les options à votre disposition. Cependant, vous voyez, ça arrive au bon moment. Ça arrive après que vous ayez un produit, un service, une cible et une offre. Alors effectivement, il y a certaines options qui peuvent être plus coûteuses ou plus complexes. Et l'objectif, c'est ici bien sûr de vous permettre de réunir les conditions idéales pour le développement de votre entreprise sur le long terme. Donc vous posez les bonnes questions au début. La création d'entreprise, on va dire que c'est la première étape de structuration juridique et fiscale pour la fondatrice ou pour le fondateur, ce qui va vous apporter une vision sur les valeurs que vous pourrez défendre demain et ensuite effectivement sur vos possibilités d'expansion sur le marché. Donc se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure passionnante qui est cependant semée d'embûches. Pour maximiser vos chances de succès, c'est donc essentiel d'avoir une vision claire et une préparation rigoureuse. Dans cette partie, nous allons voir les étapes indispensables pour structurer et sécuriser votre projet d'entreprise. Il y a un chiffre qui dit que 80% des entreprises ferment sur leur 5e année, souvent à cause d'un manque de préparation et d'anticipation. Il ne faut pas se concentrer que sur ce point-là, d'accord? Mais c'est aussi un point important qui permettra d'avoir une stratégie solide et aussi une bonne gestion de votre entreprise. C'est parti. Trop d'entrepreneurs et d'entrepreneuses négligent les aspects financiers et administratifs, mais ça peut leur coûter cher sur le long terme. Vous avez un projet entrepreneurial, félicitations. Mais avant de vous lancer, il est essentiel de bien choisir la forme juridique, le régime fiscal et le statut social le plus adapté à votre activité. Ces choix auront un impact direct sur votre responsabilité, votre fiscalité et vos protections sociales. Dans ce guide, je vais vous accompagner pas à pas pour mieux prendre ces décisions. Pourquoi le choix de la forme juridique est très important? Parce qu'il définit tout d'abord la responsabilité des dirigeants. Il peut être soit indéfini pour l'entreprise individuelle, soit limité aux apports dans le cas des sociétés. Le régime fiscal, donc ça va permettre de définir les impôts sur le revenu, ou alors si on prend les impôts sur la société. Les formalités administratives qui peuvent être plus ou moins complexes selon la forme juridique. Mais également pour la transmission de l'entreprise. Ça peut être plus ou moins facile en fonction de la forme juridique que vous choisissez au début. Donc, dans les principales formes juridiques existantes, il va y avoir une entreprise individuelle, EI, qui est relativement simple à créer, mais le dirigeant est responsable de toutes les dettes de l'entreprise. Mais également sur ses biens personnels. C'est très proche de la micro-entreprise. Il y a tout d'abord l'entreprise individuelle, qui est relativement simple à créer, mais le dirigeant est responsable de toutes les dettes de l'entreprise sur ses biens personnels. Un peu comme pour la micro-entreprise. Il y a l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qu'on appelle EIRL, donc ça limite la responsabilité du dirigeant au patrimoine qu'il met dans l'activité. Cependant, il y a un peu plus de risques. Il y a aussi la société à responsabilité limitée, SARL. La responsabilité des associés est limitée seulement à leurs apports. Les sociétés par action simplifiée, qu'on appelle SAS, qui sont relativement flexibles, mais qui permettent de personnaliser les statuts. Donc chaque forme juridique va avoir ses avantages et ses inconvénients. Il va enfin y avoir la société anonyme, SA, qui ont une forme juridique plus complexe, mais qui sont souvent utilisées par les grandes entreprises. Donc chaque forme juridique va avoir ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien les comprendre et de bien les choisir. Le régime fiscal dépend de la forme juridique choisie. Donc ça peut être soit l'impôt sur le revenu, qu'on appelle IR. Donc les bénéfices sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu du dirigeant, c'est-à-dire que dès que vous gagnez de l'argent, effectivement, vous êtes imposé dessus. Et l'impôt sur la société, IS, les bénéfices sont imposés au niveau de la société. Et donc, ce n'est pas exactement le même fonctionnement. D'accord ? Le statut social du dirigeant a une application en matière de protection sociale, donc pour la maladie, la retraite, et peut être assimilé salarié
ou non salariés. Les critères de choix vont dépendre de l'activité que vous exercez, du niveau d'investissement, du nombre d'associés, de la responsabilité que vous souhaitez avoir, de la fiscalité et aussi de la partie transmission si vous souhaitez demain vendre votre entreprise. Pour faire le bon choix, je vous propose 3 étapes. D'abord, faire un état des lieux de votre projet, donc quelle est l'activité, la taille que vous souhaitez, l'objectif à court, moyen et long terme. Comparer les différentes formes juridiques, donc c'est important de faire un tableau comparatif avec les avantages et inconvénients par rapport à votre activité, par rapport à vous. Faites-vous accompagner, si possible, par un expert comptable ou un avocat qui va vous guider, d'accord, sur les bons choix à faire, et ensuite passer à la rédaction des statuts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir formaliser les règles de fonctionnement de toute l'entreprise. Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et des statuts sociaux est une décision stratégique qui aura réellement un impact sur toute la vie de votre entreprise. Il est donc essentiel de prendre le temps de bien vous informer et de vous faire accompagner par un professionnel si besoin. Pour transformer votre projet en réalité, il faut suivre un parcours précis. Dans ce guide, nous allons voir étape par étape les différentes étapes de la création de votre entreprise, de l'idée initiale jusqu'au lancement. Tout d'abord, donnez vie à votre entreprise. N'hésitez pas à vous référer au guide Comment définir un objectif clair. Donc, identifiez des besoins et une opportunité, faites une étude de marché relativement approfondie pour cerner les attentes de vos futurs clients. Définissez votre proposition de valeur unique. Donc, qu'est-ce qui différencie votre offre de celle de vos concurrents? Élaborez un business model. Le business model, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires, quels sont vos coûts, quelles sont vos dépenses et quels seront vos potentiels bénéfices. Ensuite, étudiez votre marché. N'hésitez pas à vous référer au guide stratégie marketing pour analyser la demande, pour savoir précisément qui sont vos clients cibles, quels sont leurs besoins, combien il y en a, est-ce qu'il y en a réellement beaucoup, est-ce que c'est une niche. Étudiez la concurrence, qui sont vos concurrents directs et indirects, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, comment vous vous différenciez. Étudiez les tendances aussi. Donc, sur l'évolution de votre marché, c'est très important pour anticiper notamment les opportunités qu'il peut y avoir et aussi les menaces qu'il peut y avoir. Suite à ça, construisez un business plan. Donc, n'hésitez pas à vous référencer aussi à la partie au guide Offre irrésistible pour formaliser votre projet. Donc, présenter votre idée, votre marché, votre stratégie et vos objectifs. Établir une prévision financière. Donc, réaliser un prévisionnel de chiffre d'affaires, de coûts, de résultats, c'est très important. Et sécuriser votre financement pour savoir quel est le fonds de roulement dont vous aurez besoin, de définir vos besoins et les ressources financières adaptées, d'accord, pour un bon fonctionnement sur le long terme. Ensuite, choisissez votre statut juridique et fiscal, donc la forme juridique, comme on l'a vu, entreprise individuelle, micro-entreprise, URL, SARL, SAS, etc. Le choix va vraiment dépendre de votre activité, de votre responsabilité souhaitée et de votre fiscalité souhaitée. Ensuite, le régime fiscal, donc micro-entreprise, qui est réellement simplifié, par exemple avec un impôt sur les sociétés. Le régime fiscal va impacter votre imposition et vos formalités administratives. C'est surtout là-dessus que ça va changer beaucoup de choses. Et puis ensuite, le statut social, donc travailleur non salarié qu'on appelle TNS, assimilé salarié. Le statut social, ça va déterminer plutôt la protection sociale, la retraite, la maladie, etc. Ensuite, vous allez pouvoir accomplir les formalités administratives, donc l'immatriculation, ça peut prendre 5 minutes. Donc, notamment pour une micro-entreprise, donc inscrivez votre entreprise au registre du commerce des sociétés ou au répertoire des métiers. Il y a beaucoup d'organismes qui vous permettent de faire tout ça en une fois, comme INPI, etc. Commercialisez vos produits et services et commencez à prospecter de nouveaux clients. Pensez aux formalités sociales, donc par exemple inscrivez-vous à l'URSSAF, puis après vient le lancement de votre activité. N'hésitez pas à vous référer ici au guide stratégie de communication, avec la mise en place d'outils de communication, donc des sites web, outils de gestion, outils financiers, etc. Développez votre communication pour créer une identité visuelle, mettre en place une stratégie de communication forte, digitale ou traditionnelle, qui permettent de faire venir les clients à vous et de communiquer vers vous. Et puis vous commencez à commercialiser vos produits et services, à prospecter de nouveaux clients et à les fidéliser. Quelques conseils, pensez à vous faire accompagner. Sollicitez d'experts comptables, d'avocats ou de conseillers en création d'entreprise, comme chez nous, chez StartupGo. Réseautez, échangez avec des entrepreneuses, entrepreneurs pour bénéficier de leurs conseils. C'est pour ça que nous avons créé la communauté. Et surtout, soyez patients et persévérants. La création d'une entreprise demande du temps et de l'investissement.
Créer une entreprise, c'est se lancer dans une aventure passionnante, mais pour mener à bien votre projet, il est essentiel de maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et sociaux. Dans ce guide, je vais vous éclairer sur les fondamentaux à connaître pour assurer la pérennité de votre entreprise. Tout d'abord, parlons du cadre juridique de votre entreprise. La création d'une entreprise s'accompagne de nombreuses obligations légales et voici les principaux concepts à maîtriser. La personnalité juridique. Une entreprise est une personne morale distincte de son dirigeant. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Cette séparation protège le patrimoine personnel du dirigeant et celle de l'entreprise, notamment en cas de difficultés financières. Alors attention, ce n'est pas forcément vrai dans le cas d'une micro-entreprise ou d'une URL. La responsabilité d'un dirigeant ou de dirigeante varie selon la forme juridique choisie. Donc, elle peut être limitée au montant des apports, par exemple dans le cas d'une SARL ou d'une SAS, ou illimitée dans le cas d'une entreprise individuelle ou d'une micro-entreprise. Les obligations légales, la majeure partie des entreprises sont soumises à diverses obligations légales, telles que la tenue d'une comptabilité, la déclaration de chiffre d'affaires, le dépôt des comptes annuels, le respect des normes environnementales, donc ça va vraiment dépendre de la typologie d'entreprise, d'accord, et de l'activité que vous faites. Ensuite, il va y avoir le régime fiscal de votre entreprise. Donc, le régime fiscal d'une entreprise dépend de sa forme juridique, de son chiffre d'affaires et de son activité. Les principaux régimes fiscaux sont l'impôt de la société, donc l'IS, qui est applicable aux sociétés plutôt, les SARL, les SAS, les SA. Il y a aussi l'impôt sur le revenu, qui est plutôt applicable aux entreprises individuelles et aux EURL. Et il y a le régime de la micro-entreprise, qui est très spécifique, qui est un régime simplifié pour les petits entrepreneurs et petites entrepreneuses avec un chiffre d'affaires limité. Le statut social du dirigeant d'entreprise a un impact direct sur sa protection sociale, la retraite, la santé, etc. Il y a donc le travailleur non salarié, qu'on appelle aussi TNS. Donc là, le dirigeant, il cotise avec un régime spécifique, avec des cotisations généralement plus faibles que celles des salariés, mais une couverture sociale moins complète. Ou aussi, il y a l'assimilé salarié. Donc là, le dirigeant ou la dirigeante cotise au régime général de la sécurité sociale et bénéficie ainsi d'une protection sociale plus complète. Le choix de votre statut juridique, de votre régime social, de votre régime fiscal, de votre statut social est une décision importante qui aura une conséquence sur la gestion de votre entreprise au quotidien. Il est donc essentiel de prendre en compte les éléments suivants: la nature de votre activité, votre chiffre d'affaires prévisionnel, votre aversion au risque et vos besoins de protection sociale. Pour bien réussir dans ces choix, c'est important tout d'abord de vous faire accompagner. Donc n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un expert comptable, d'un avocat ou de bénéficier de nos offres de coaching. Tenez-vous informé, la législation sociale et fiscale évolue régulièrement. Il est donc important de se tenir informé des dernières nouveautés. Et aussi anticiper les changements. Prévoyez les évolutions de votre entreprise et adaptez votre statut juridique si nécessaire. Le cadre juridique, fiscal et social de l'entreprise est complexe et en constante évolution. Il est donc essentiel de bien le comprendre pour prendre les bonnes décisions et assurer la pérennité de votre activité. Concernant le nom et marque et votre identité visuelle, votre nom commercial et votre marque sont des éléments qui vous permettront de vous différencier de la concurrence et de créer une identité forte auprès de votre clientèle. Tout d'abord, vous avez le nom commercial. C'est le nom sur lequel votre entreprise est connue du public. Il est donc original et normalement mémorable. Puis il y a la marque. Une marque est un signe distinctif, un nom, un logo, un slogan, qui permet d'identifier les produits et services d'une entreprise. Elle peut être déposée auprès de l'INPI pour bénéficier d'une protection complémentaire. Alors, quels sont les avantages et inconvénients des différentes formes juridiques? La forme juridique, c'est vraiment une étape cruciale dans la création d'entreprise. Elle va impacter directement votre responsabilité personnelle, le régime fiscal, vos obligations légales et les possibilités de développement de votre activité. Il y a tout d'abord l'entreprise individuelle. Donc, dans les avantages, c'est qu'elle est simple à créer et elle demande peu de familiarité. Dans les inconvénients, il y a une responsabilité illimitée du dirigeant, sauf EURL, et une fiscalité personnelle et des difficultés pour lever des fonds. C'est vrai. La micro-entreprise, les principaux avantages, c'est que les procédures sont totalement simplifiées. La fiscalité est avantageuse, notamment pour les petits revenus. Enfin, les petits revenus, ça peut jusqu'à 70 et quelques mille euros. D'accord. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est au moins 6 000, 7 000 euros par mois et des formalités limitées. La société à responsabilité limitée, qui est la SARL, qui est parmi les plus utilisées, l'avantage, c'est la responsabilité du coup, qui est limitée. D'accord. Les possibilités d'avoir des associés, mais la gestion est plus souple que la SA. D'accord. La principale inconvénient, c'est des formalités beaucoup plus complexes que le I ou la micro-entreprise. Forcément, il faut créer, rédiger, développer et déposer des statuts.
Vous avez aussi la SAS, la Société par action simplifiée, avec comme principal avantage qu'elle a une grande flexibilité dans les statuts, la possibilité de lever des fonds, mais comme inconvénient, des formalités beaucoup plus complexes et un coût de création qui est beaucoup plus élevé. Pour guider votre choix, pensez bien à la nature de votre activité. Certaines activités sont plus adaptées à certaines formes juridiques, les professions libérales, les commerçants de services, etc. Votre niveau de risque. Si vous souhaitez limiter votre responsabilité personnelle, la SARL ou la SAS sont plus adaptées, d'accord, en fonction de votre risque aussi de votre activité. Votre besoin de financement. Si vous avez besoin de lever des fonds, la SAS est souvent plus privilégiée. Votre besoin de flexibilité également. La SAS offre une grande flexibilité dans la gestion de la société. Et surtout votre projet de développement. Si vous envisagez une forte croissance, il est préférable d'opter pour une forme juridique qui permet une évolution facile. Par exemple, si vous prévoyez d'embaucher des personnes, d'avoir une grande équipe, pensez-y. Les questions à se poser globalement, c'est quel est le niveau de responsabilité que vous êtes prêt à assumer, quel est votre besoin de financement, quelle est la complexité de la gestion que vous êtes prêt à supporter, et quel est votre objectif sur le long terme. Le choix de la forme juridique, c'est une décision stratégique qui aura des conséquences importantes sur votre entreprise. Mais donc, si vous prenez le temps de bien vous informer ou de vous faire accompagner, tout va bien se passer. Le régime social de l'entreprise détermine la manière dont vos bénéfices sont imposés. Donc ce choix a un impact plutôt sur votre charge fiscale et la gestion financière de votre entreprise. Intéressons-nous tout d'abord à l'impôt sur le revenu qu'on appelle aussi l'IR, qui concerne les entreprises individuelles, les micro-entreprises et les CRL de famille. Comment ça marche? Les bénéfices de l'entreprise sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu dirigeant, au même titre que ses autres revenus. Donc en gros, ce que vous gagnez avec l'entreprise, c'est pareil que si vous touchez un salaire en fait. L'avantage, c'est que ça offre une simplicité de gestion, il n'y a pas de formalité supplémentaire. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une imposition des bénéfices au taux progressif de l'impôt sur le revenu, qui peut être élevé par les hauts revenus. Donc plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes imposé. Il y a ensuite l'impôt sur les sociétés, IS. Alors ça concerne principalement les SARL, les SAS et les SA. Comment ça marche? L'entreprise est imposée sur ses bénéfices à un taux fixe, qui est de 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25% au-delà. L'avantage, c'est que le taux d'imposition est fixe. La possibilité de réinvestir les bénéfices de l'entreprise sans être immédiatement imposés sont plus faciles. Et il y a aussi une possibilité d'avoir des dividendes. L'inconvénient, c'est que les formalités sont beaucoup plus complexes. Il y a une double imposition puisqu'il y a l'impôt sur la société puis sur les dividendes. Et donc, il faut penser à tout ça. Vous avez également la microfiscalité qui concerne une micro-entreprise. Comment ça marche? Les cotisations sociales et l'impôt sont calculés sur la base forfaitaire appliquée sur le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, revenu, bénéfice, chiffre d'affaires, bénéfice compris. L'avantage principal, c'est une simplicité de gestion, une fiscalité totalement avantageuse pour les petits revenus, moins de 80 000 à 76 000 €. L'inconvénient, c'est qu'il y a un plafond sur le chiffre d'affaires. Certaines charges ne sont pas déductibles, comme les charges de la TVA n'est pas déductible, par exemple. Mais cependant, parfois, en fonction de l'activité, ça peut être totalement pertinent. Faisons du statut social, c'est un enjeu clé pour le dirigeant. Le statut social du dirigeant d'entreprise a un impact direct sur sa protection sociale et sur le montant des cotisations qu'il va devoir reverser. Ce choix est donc déterminant pour sa sécurité financière et personnelle. Donc si on s'intéresse aux travailleurs non salariés, TNS, ça concerne les entreprises individuelles principalement, les micro-entrepreneurs et les gérants majoritaires de SARL. Alors l'avantage, c'est que une cotisation sociale généralement moins élevée que pour les assimilés salariés, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une couverture sociale qui est forcément moins complète, notamment en matière de chômage et de prévoyance. La particularité, c'est l'affiliation à un régime de retraite spécifique, RSI ou autre. Pour les assimilés salariés, donc ça concerne les présidents de SAS, les gérants minoritaires de SARL sous certaines conditions, le principal avantage, c'est forcément une couverture sociale plus complète, comparée à celle des salariés, donc pour la maladie, pour la retraite, pour le chômage sous conditions. Et les principaux inconvénients, c'est donc des cotisations sociales plus élevées, qui représentent environ 45% de la rémunération. Votre choix doit être guidé par votre besoin de protection sociale. Si vous souhaitez bénéficier d'une couverture sociale complète, comparable à celle d'un salarié, le statut d'assimilé salarié est plus adapté. Votre capacité financière. Les cotisations sociales des assimilés salariés sont généralement plus élevées que celles des TNS. Et votre projet professionnel aussi. Si vous envisagez de cesser votre activité, le régime d'assurance chômage des assimilés salariés peut être un avantage. Les questions à vous poser, c'est quelle est l'importance que vous accordez à votre protection sociale? Quel est votre niveau de revenu?
Est-ce que vous êtes prêt à payer des cotisations sociales plus élevées pour bénéficier d'une meilleure couverture? Et surtout, envisagez-vous d'arrêter votre activité à court ou moyen terme? En résumé, le choix du statut social est une décision importante qui aura des conséquences sur votre vie professionnelle et surtout personnelle. Il est donc essentiel de bien comprendre les avantages et inconvénients de chaque statut pour faire le bon choix et s'adapter à votre situation. Un exemple avec Julien que nous avons accompagné qui est passionné de marketing et qui souhaitait lancer sa propre cabinet. Un exemple avec Julien que nous avons accompagné qui était passionné de marketing et qui souhaitait lancer son propre cabinet de conseil. Pour mener à bien son projet, il a opté pour plusieurs choix. Pour la forme juridique, il a pris une SAS. En choisissant la forme de société par action simplifiée, Julien bénéficie d'une grande flexibilité dans la gestion de son entreprise. Les statuts de la SAS peuvent être adaptés en fonction de ses besoins spécifiques et sa responsabilité limitée au montant de ses apports. Il avait notamment envie d'avoir des futurs associés. Pour le régime fiscal, il a opté pour l'impôt sur la société, l'IS. En optant pour l'impôt sur la société, Julien peut ainsi réinvestir les bénéfices de son entreprise sans être immédiatement imposé sur ces sommes. Cela lui permet de financer la croissance de son activité et donc de renforcer sa structure financière. En termes de statut social, il est assimilé salarié. En choisissant le statut d'assimilé salarié, Julien bénéficie d'une couverture sociale complète, comparable à celle d'un salarié. Il a ainsi accès à l'assurance maladie, à la retraite, au chômage sous certaines conditions et d'autres protections sociales. Pourquoi il a fait ces choix? La SAS pour la flexibilité de la SAS. Julien va permettre d'adapter à sa gestion d'entreprise et donc à ses besoins d'évolution. De plus, la responsabilité limitée le protège son patrimoine en cas de difficulté financière. Pourquoi l'IS? Pourquoi l'impôt sur la société? Ça favorise la croissance de son niveau d'entreprise, du développement de son entreprise, parce qu'il peut réinvestir les bénéfices forcément. Et donc, il peut aussi financer de nouveaux projets, embaucher de nouveaux collaborateurs et développer de nouveaux services. Et pourquoi le statut d'assimilé salarié? Ce statut, ça lui assure une protection sociale solide, lui permettant de se concentrer sur le développement de son activité en toute sérénité. Alors, c'est vraiment chacun qui va faire ses choix. Pour Julien, les avantages, c'est qu'une structure solide et pérenne, c'est possible avec la SAS, parce que ça permet de développer son entreprise sur le long terme. Il voulait une gestion flexible, et donc avec ça, il a permis d'adapter la gestion de la société à des besoins spécifiques. Donc si demain il veut embaucher, il veut créer de nouveaux services, il peut le faire plus facilement. Et aussi, il voulait une disponibilité financière. Avec la SAS, c'est plus facile pour lever des fonds s'il y a besoin. D'accord. Donc le parcours de Julien illustre parfaitement comment les choix juridiques, fiscaux et sociaux peuvent vraiment avoir un impact significatif pour votre activité. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Chacun doit vraiment prendre le temps de se renseigner et de faire ses choix. D'accord. Typiquement, moi, pour l'agence Comweb, je n'ai pas choisi du tout d'être en SAS. D'accord. Donc en optant pour une SAS, l'IS est assimilé, Julien, lui, a permis de mettre en place une structure qui, pour lui, était solide et pérenne pour développer son entreprise dans son secteur d'activité. La micro-entreprise est un statut juridique particulièrement adapté aux créateurs ou aux créatrices d'entreprises qui souhaitent lancer une entreprise tout en étant... La micro-entreprise est un statut juridique particulièrement adapté aux créatrices ou créateurs d'entreprises qui souhaitent lancer une entreprise simplement, facilement. La micro-entreprise est une entreprise individuelle bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié. Elle permet de démarrer une activité rapidement avec un minimum de formalités. Qui peut devenir micro-entrepreneur, micro-entrepreneuse? Toute personne physique majeure est capable de créer une micro-entreprise, à condition de ne pas exercer une activité réglementée nécessitant des qualifications spécifiques. Au niveau du cadre réglementaire, il y a tout simplement une inscription au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers, qui est très simple. C'est une formalité souvent en ligne qui peut être faite en 5 jours. Il y a un plafond de chiffre d'affaires, donc les micro-entrepreneurs sont soumis à un plafond de chiffre d'affaires annuel, et ce plafond varie en fonction de la nature de l'activité, que ce soit la vente de biens ou de la prestation de services. Le régime social est totalement simplifié, c'est-à-dire que les micro-entrepreneurs bénéficient d'un régime social et fiscal simplifié, avec un prélèvement libératoire et des cotisations sociales calculées sur leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que s'il y a un chiffre d'affaires, il y a environ 15 à 20% qui va être utilisé comme charge sociale. Concernant le chiffre d'affaires, il y a chaque année un seuil à ne pas franchir. Le succès d'une micro-entreprise peut amener à dépasser ce plafond de chiffre d'affaires, mais il est relativement élevé. Dans le cas du régime fiscal simplifié, c'est plus applicable, et vous basculez vers le régime réel d'imposition avec des obligations comptables plus importantes. Donc, il y a concernant les charges sociales et fiscales, elles sont relativement simplifiées.
La cotisation fiscale et sociale des micro-entreprises sont calculées sur la base d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires. Ce système simplifie ainsi la gestion, mais le taux varie en fonction de la nature de l'activité. Pour la vente de biens et de services, c'est d'environ 13%, la prestation de services est de 22%, et les activités libérales, elle est de 22%. A noter qu'effectivement, il y a aussi des cotisations foncières d'entreprise qu'on appelle CFE, qui s'appliquent également aux micro-entreprises, donc généralement à partir de la deuxième année d'activité. Environ, on est à peu près 30% en tout de charges pour une micro-entreprise. La micro-entreprise offre une grande flexibilité. Tout d'abord, sur la nature de l'activité. Vous pouvez exercer une multitude d'activités à condition de respecter les plafonds de chiffre d'affaires. Cumuler plusieurs activités. Il est en effet possible de cumuler le statut de micro-entrepreneur avec une activité salariée ou une retraite, par exemple, sous réserve de respecter certaines conditions. Et aussi pour la partie évolution, si votre activité se développe, vous pouvez toujours passer à un statut juridique plus complexe comme le URL ou la SAS. Les limites de la micro-entreprise, c'est quelques contraintes à connaître. Donc, il y a une croissance limitée, c'est-à-dire que par rapport au plafond du chiffre d'affaires, vous ne pourrez normalement pas passer les 70 000, 80 000 euros par an, mais c'est relativement confortable, d'accord, d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. Une déduction des charges qui est limitée, effectivement, vous ne pouvez pas déduire la TVA, par exemple. Et il y a aussi une responsabilité personnelle qui est plus importante, puisque votre patrimoine personnel est engagé en cas de difficulté financière. La micro-entreprise est un excellent tremplin pour lancer votre activité ou développer votre activité jusqu'à un certain niveau, mais il y a quelques limites qu'il faut simplement connaître. Il est donc essentiel d'évaluer si ce statut correspond bien à vos besoins et à l'activité que vous souhaitez mettre en place sur le long terme. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable ou alors par une entreprise comme Startup Go. Un exemple concret avec Sophie, qui est graphiste en herbe et que nous avons accompagnée. Elle était passionnée de graphisme et souhaitait développer une activité complémentaire à son emploi salarié et pourquoi pas demain devenir totalement freelance. Pour concrétiser son projet, elle opte pour le statut de la micro-entreprise. La micro-entreprise lui offre la flexibilité dont elle a besoin pour concilier sa vie professionnelle et personnelle. Les formalités sont simplifiées, le régime fiscal avantageux et cela permet de tester son activité en douceur, de se lancer et puis après devenir totalement freelance. L'avantage de la forme juridique de la micro-entreprise, c'est pour sa simplicité de création et de gestion. La microfiscalité, avec franchise de TVA, lui permet de bénéficier d'un régime fiscal sans pour autant avoir énormément de charges à sortir. Et le statut social des non-salariés, ça permet d'avoir des cotisations sociales quand même sur son chiffre d'affaires. Les principaux avantages qui ont fait que Sophie a choisi ce statut social, c'est des démarches administratives réduites, puisque ça lui fait gagner énormément de temps. Elle peut organiser son travail en fonction de ses disponibilités, et aussi une fiscalité totalement avantageuse, parce qu'elle est plus favorable pour les plus petits revenus, donc moins de 60 000 euros par an, ce qui fait à peu près 6 000 euros par mois, je vous le rappelle. Pour créer sa micro-entreprise, ça a été super simple. Après structuration du projet entrepreneurial, il lui a suffi de s'inscrire en ligne, donc sur le site officiel, auto-entrepreneur de l'URSSAF ou alors sur le site de l'INPI, d'obtenir un numéro de SIRET, indispensable pour identifier son activité auprès de l'administration, respecter les obligations légales par rapport à son activité, donc déclarer son chiffre d'affaires, bien sûr, payer ses cotisations sociales et faire attention au chiffre d'affaires. Le parcours de Sophie illustre parfaitement les avantages de la micro-entreprise pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une activité rapidement. Ce statut offre une grande souplesse et permet de tester son projet ou de se lancer en auto-entreprise ou de se lancer en indépendant. Alors, comment bien répartir votre budget de lancement? Si on devait faire un budget de lancement un peu minimaliste, on va dire, donc on pourrait partir sur un camembert comme ça. Voilà. Donc moi je dirais qu'effectivement, dans un premier temps, il faudrait à peu près 30% pour le développement produit, d'accord? Donc attention, ça peut être du temps comme de l'argent. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit de l'argent. Il y a certains produits ou services pour lesquels il n'y a pas besoin d'argent pour pouvoir les développer, okay, notamment quand c'est des services. Mais c'est quand même du temps que vous devez utiliser, d'accord? Donc pour de la fabrication de produits comme de services, le développement, le test, tout ça c'est du temps que ça va vous coûter, d'accord, ok. Ensuite vous allez avoir la réflexion sur la partie marketing, communication, on va dire, d'accord.
mettrai plutôt 25%. Tout ce qui est le marketing, donc quelle va être la cible, comment est-ce que vous allez présenter votre produit, d'accord? Où est-ce qu'il va être accessible? Donc la marque, le produit ou service, hein, comment est-ce que là, la distribution, du coup une bonne définition de la cible dans un premier temps, hein. Donc on dirait même plutôt une bonne définition de la cible, ensuite le produit, ensuite la marque, ensuite la distribution, le prix aussi, et du coup toute la stratégie de communication. Après on va dire la partie juridique administrative. Donc ça peut être simple, mais il faut quand même être prêt à recevoir des clients. D'accord? À voir comment ça va se passer, quelles seront les conditions tarifaires, comment ça va se passer au niveau de la comptabilité, au niveau de la fiscalité. D'accord? C'est pas une fois que vous aurez votre premier fiscalité. C'est pas une fois que vous aurez votre premier client qu'il faudra réfléchir à comment vous facturez, d'accord? Donc vaut mieux y penser un petit peu avant. Après, effectivement, vous allez avoir une partie plutôt sur les outils et logiciels. Donc, on va dire que juridique mettrait 10%, elle mettrait peut-être 15%, sur tout ce qui va être outils et logiciels. Il faut y penser, il y a un certain nombre de logiciels qui peuvent vous coûter, d'accord? Donc ça peut même être l'hébergement web, hein. Parfois, hein. Et après, 20%, voilà, plutôt pour la trésorerie et imprévu. Alors, vous allez voir qu'effectivement, après, il peut y avoir des paiements retardés. Il peut y avoir tout type d'imprévus, hein, d'accord? Donc on peut avoir besoin aussi d'un fonds de secours. Et aussi, moi, dans cette catégorie-là, que je mets très grande souvent, il va y avoir ce qu'on appelle le fonds de roulement. Le fonds qui va vous permettre de financer tout le reste, le fonctionnement de l'entreprise, d'accord? La téléphonie, les portables, les transports. Donc effectivement, au début, moi, je consacre plutôt 20% à cette partie-là, mais au fur et à mesure, c'est la partie qui tend à devenir la plus large. Concrètement, plus la partie trésorerie et imprévue sera grande, plus votre entreprise sera viable et aura cette capacité de développement, puisqu'elle pourra aller simplement piocher dans sa trésorerie, dans son fonds de roulement, pour pouvoir faire du développement. D'accord? Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit les télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.